premiers invités. C'est Bénédicte Lepère. Bonjour Bénédicte. Bonjour. DRH Global Benefits and Rewards, service de Sodexo. Et alors ce qui est étonnant avec vous, Bénédicte, c'est que... non mais en fait il faut prendre ce micro parce que ça va nous permettre de capter ce qui se dit, mais les gens vont vous entendre. Et vous êtes pharmacien. Faut pas dire pharmacienne. Pharmacienne, c'est la femme du pharmacien. J'ai découvert ça. Vous êtes pharmacien, donc vous prendre soin de la santé des gens et de la santé en général, c'est votre métier. Mais aujourd'hui, vous prenez soin de l'humain, des individus et du business au sein de Sodexo. Et à vos côtés, Arnaud de Saint-Simon. Bonjour Arnaud. Bonjour. DG de Psychologie Magazine que vous lisez forcément. Vous avez forcément lu si vous êtes ici. C'est un vrai magazine sur tout ce qui concerne la culture, le bonheur, la psychologie, que ce soit au travail ou dans sa vie personnelle. Et bravo pour ce que vous faites parce que c'est un magazine de qualité. Merci d'être avec nous. On va parler de la possibilité du bonheur au travail. La première question, Arnaud, pour vous, et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait en introduction, certains parlent de bonheur, d'autres parlent de bien-être ou de qualité de vie au travail, de satisfaction, chacun son langage. Mais est-ce que ça n'est pas utopique de parler de tout ça dans les organisations aujourd'hui, finalement, d'aborder ces mots ? De parler de bonheur peut-être un petit peu, on a eu un sujet de débat là-dessus, c'est vrai que la belle idée du bonheur est une notion, je pense, un petit peu subjective, un peu fugitive, aussi peut-être plus difficile à documenter pour les experts comme Jacques. Moi je préfère l'idée du bien-être. Et comme je vois un amour inconditionnel pour Alexandre Jost, quand il m'a dit l'université du bonheur au travail, j'ai dit d'accord. Je pense que ce n'est pas du tout idéaliste ou utopique, bien au contraire, ça c'est plutôt une résistance de mon point de vue. Je pense qu'en période, on va dire, de stress, en période d'incertitude, en période de difficulté, en période tout simplement de transformation et d'un changement difficile qu'il s'agit d'accompagner, le bien-être des salariés est plus important que jamais, parce que vous savez qu'on est passé d'une période où ce qui faisait la valeur des entreprises, c'était les machines, et aujourd'hui, ce qui fait la valeur des entreprises, c'est ce qu'on appelle l'immatériel, et c'est essentiellement les marques, pour certains, et en tout cas l'humain, pour beaucoup d'entre nous, pour une société de services comme vous, pour les médias qui sont faits essentiellement par des humains. Et donc si l'humain va bien, s'il est bien dans son travail, s'il est motivé, c'est tout bénéfice pour toute l'entreprise et les produits journaux. Effectivement, le bonheur est une notion très effémère. Et vous dites, il n'est pas grave de ne pas être heureux. L'important dans les entreprises, c'est de favoriser le bien-être aujourd'hui. Voilà, parce que si vous voulez, le problème du bonheur, en plus, c'est qu'il y a en plus, pour ceux qui s'intéressent un peu dessus, il y a un peu toute une littérature là-dessus. Donc tout de suite, c'est axé un petit peu d'idéologie managériale américaine. Qui a ses bons et ses mauvais côtés, qui est plus ou moins applicable. Et je pense qu'il y a des tas de choses tout à fait inspirantes. Mais c'est vrai que le sujet du bien-être me semble être central, comme je le disais tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est une idée qui fait son chemin, qui reste quand même marginale, parce qu'il faut quand même savoir que les grandes entreprises sont dirigées par des mecs de 60 ans, qui ne sont pas du tout sensibles à ce sujet-là, sauf quelques-uns. Voilà. C'est pas pour les 60 ans. C'est que ça génère. Je ne vais pas 30 ans non plus. Et voilà, et donc c'est une idée qui fait son chemin, mais c'est aussi une idée qui est en train d'être documentée, n'est-ce pas, Jacques ? Et voilà, et donc tout ce qui peut, on va dire, documenter le sujet de manière rationnelle pour montrer que c'est efficace pour l'entreprise et ses résultats, peut-être qu'on y reviendra, est bon pour faire cheminer l'idée du bonheur auprès de populations managériales qui n'ont pas été habituées ou qui n'ont pas peut-être pas dans la culture du management. Voilà. Ouais. Bénédicte, est-ce que vous pensez, vous, que l'utilisation de ces termes, bien-être, bonheur, qualité de vie au travail, ça a un sens aujourd'hui ? Je suis persuadée que ça a un sens et je suis persuadée qu'on est sur un chemin et qu'effectivement le bonheur est peut-être un objectif ultime et on sera certainement plus à l'aise pour en parler au fil du temps. Chez Sodexo, on a fait le choix de parler de la qualité de vie. On est fournisseur de services de qualité de vie. Et pour rebondir sur ce que disait Arnaud, effectivement, les grandes entreprises aujourd'hui sont dirigées par des hommes de plus de 60 ans. Et la mixité, d'ailleurs, serait assez intéressante pour amener un peu plus d'inclusion. Oui, il y a même peut-être plus de femmes, d'ailleurs. Hein, combien de femmes ici ? Levez le doigt. Ah oui, bon, d'accord. Il faut soutenir les dames des précurseurs, c'est bien. 60% de 71%. 71%, très bien. Bravo mesdames, comme d'habitude.
Néanmoins, quand on interroge ces gens-là, et on l'a fait nous au travers d'une enquête en interrogeant 60 dirigeants d'entreprise, la question de la qualité de vie est en haut de leur agenda pour 75% d'entre eux. Donc il y a quand même un mouvement qui se joue. Je crois qu'aujourd'hui, les entreprises sont confrontées à un défi qui est d'avoir de l'engagement, d'avoir des salariés qui vont contribuer à créer de la valeur. Et les leviers de cet engagement, c'est le bien-être, c'est de prendre soin de la qualité de vie des collaborateurs. Et justement, chez Sodexo, je crois que vous avez défini un modèle de qualité de vie qui a plusieurs dimensions. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous expliquer ces différentes strates? Alors j'ai mon anti-sèche parce qu'il y a 6 dimensions. Santé et bien-être, la première. Voilà, santé et bien-être. Donc on a effectivement défini un modèle de qualité de vie parce que si vous prenez 100 personnes dans la rue et que vous leur demandez ce qu'est la qualité de vie, ben vous aurez 100 définitions différentes qui feront du sens individuellement, mais qui seront difficiles à combiner pour en donner une dimension plus collective. Donc on a travaillé dessus depuis 50 ans, Sodexo a 50 ans, et ça fait 50 ans qu'on se pose la question de la qualité de vie et qu'on chemine. Et on a défini ce modèle qui a 6 dimensions, qui effectivement commence par la question du bien-être et de la santé dans l'entreprise. D'ailleurs, les lois françaises, les lois du travail, mettent la question de la santé des salariés sous la responsabilité des DRH et des dirigeants. La question de la reconnaissance, la question du développement personnel, et également les obligations en matière de formation nous le rappellent quotidiennement. La question de l'environnement physique, c'est-à-dire les locaux. Quel environnement de travail quel environnement, comment ça fonctionne, est-ce qu'on est bien installé. Ça va aussi avec ce qu'on appelle en anglais ease and efficiency. Alors, quand on traduit, c'est un tout petit peu moins sexy, ça fait facilité, efficacité. Est-ce que ma vie est simple? Est-ce que tout est simplifié pour moi pour que je puisse me concentrer sur la valeur que je peux apporter? Et l'interaction sociale, puisque l'homme est un animal social et qu'une partie de ce qu'il expérience chaque jour dans l'entreprise vient de son interaction avec ses collègues. Et on sait tous, pour l'avoir vécu un jour ou l'autre, que quand il y a des conflits au sein d'une équipe ou avec son manager, notre qualité de vie au travail est quand même sacrément amputé. Arnaud de Saint-Simon. Moi, je vais apporter un petit peu de contradiction, parce qu'on est tous d'accord ici, donc on va un petit peu débattre et s'amuser. Je suis d'accord avec vous, Bénédicte, ils mettent ça en top de leur agenda. Je pense que je pense que ça aurait été beaucoup moins avant, mais il y a toute une littérature sur le sujet, c'est difficile de ne pas le mettre en top de l'agenda. Ensuite, il y a des obligations légales. RPS et SHSCT et compagnie, voilà, oui, risques psychosociaux, etc. Et puis, c'est bien de le mettre en haut de l'agenda, mais qu'est-ce qu'on fait pour ça? Parce que moi, j'aime beaucoup ce que vous définissez, parce que finalement, l'idée dans le bonheur ou bien-être au travail, c'est quand même de le définir. Et nous avons lancé un appel à plus de bienveillance au travail avec une vingtaine de propositions qui définissent ce qu'est le bien-être au travail. C'est disponible sur le site, c'était signé par 400 entreprises. Signe des temps, on a fait tous les journaux télé, les radios, etc. Donc quand même ça intéresse beaucoup les gens. Et qu'est-ce que la qualité de vie au travail? J'ai bien aimé votre définition, parce que finalement, bon, il y a une vingtaine de propositions, mais d'une certaine manière, on pourrait dire qu'il y a, de notre point de vue, et c'est un sujet qu'on a mis en ligne aussi sur le site du journal, il y a un premier niveau sur la qualité de vie qui est faire de son entreprise une entreprise sympa. Garderie, crèche, fête, etc. C'est mieux une entreprise qui est conviviale comme ça qu'une autre, mais c'est pas du tout ça qui fait le bien-être au travail. Bon, ça contribue un peu à l'atmosphère. Le second niveau qui est, de mon point de vue, plus engageant, c'est de donner un cadre. Et le cadre, ça va de la charte d'utilisation du mail jusqu'aux horaires de réunion, jusqu'à comment se passent les entretiens de fin d'année ou au contraire plutôt trimestriels. Bref, tout ce qui donne un cadre pour contenir toutes les difficultés relationnelles et personnelles qu'on peut rencontrer au travail, ça c'est déjà plus contraignant. Le troisième stade, pour moi, et j'ai bien aimé que vous parliez de développement personnel, c'est évidemment travailler ou aider ou doter les managers, les dirigeants et les entreprises d'outils de développement personnel et de développement relationnel. Parce que sinon, c'est éphémère. Si on veut vraiment inscrire cette dimension-là dans le durable, il faut former les gens, c'est horrible. Il faut proposer aux gens de se former à l'intelligence émotionnelle, relationnelle. Il y a beaucoup de méthodes du coaching à la communication non violente, etc. Quand vous dites ça, c'est pour l'ensemble des collaborateurs ou c'est surtout pour le Pour management? ceux qui le veulent, par exemple, il y a MMA, ils ont formé, je crois, 1000 collaborateurs à ce qu'on appelle le co-développement.
Quand vous parlez avec le patron de MMA, ils disent, c'est clair, je vois dans une salle et dans une réunion les gens qui ont été formés au co-développement et qui n'ont pas été formés au co-développement. Co-développement étant, de travailler en groupe pour susciter de l'entraide au travail. Ça, de mon point de vue, c'est plus durable et c'est beaucoup plus rare. Et puis le quatrième niveau qui est encore plus engageant, c'est ce qu'on appelle les nouvelles gouvernances, c'est-à-dire partager le pouvoir, la gouvernance. Alors il y a l'entreprise libérée, mais c'est toujours pareil. L'entreprise libérée, la fameuse entreprise libérée d'Isaac Getz, qu'on lit absolument partout. Il y en a 4 en France, toujours les mêmes, dans tous les mêmes bouquins. Mais bon, ça montre que ça intéresse. C'est des grandes sociétés comme Essilor, voilà. Donc partager la gouvernance, ça veut dire aider les gens à s'approprier l'organisation de leur travail, partager le pouvoir et aussi l'avenir. Donc on voit bien qu'il faut documenter le sujet. C'est bien les déclarations de dirigeants, mais qu'est-ce qu'on fait de durable et structurant sur le sujet, me semble-t-il. Et qu'est-ce qu'on fait dans les actes? Et ce que vous faites, Béni, je trouve, vraiment, au moins ça concrétise notre sujet, ça va dans le bon sens. Et alors justement, la transition est toute faite parce que je vais revenir juste sur la formation et le développement personnel dont vous parlez. Bénédicte Lepère, je crois que vous avez fait germer l'idée de la mindfulness chez Sodexo. C'est quoi? Est-ce que ça sert à crédibiliser aussi quelle est la caution de ce projet? Alors en fait, effectivement, pour faire vivre ce modèle, il faut avoir des actions concrètes. Ces actions concrètes, on les met en œuvre pour nos collaborateurs parce qu'on est persuadé que en les mettant en œuvre pour nos collaborateurs, ils sont capables de les délivrer aux clients. Charité bien ordonnée, commençons par soi-même. Et que quand on le délivre aux clients, ça amène à la performance des organisations. Donc un exemple de ce qu'on a fait chez Sodexo, effectivement, on a proposé, et le terme est important, on a proposé un cycle de formation à la mindfulness. La mindfulness, vous allez, si j'ai bien compris, l'expérimenter tout à l'heure. C'est de la méditation en pleine conscience. Et donc c'était innovant il y a 1 an et demi, ça l'est beaucoup moins, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de se lancer avec cette proposition. Il y avait beaucoup de réticence à la base sur ce sujet, je crois. Alors, l'approche des sciences contemplatives et de la méditation a beaucoup évolué sur les 10 dernières années. Je pense qu'il y a 10 ans, je serais arrivée avec cette proposition, on m'aurait dit on va léviter à 3 mètres au-dessus du sol et on va tous être habillés en orange. Ça ne va pas être possible. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de résistance, beaucoup moins d'a priori. Et en tout cas, chez Sodexo, ça a été très bien reçu. Et on en est au 3e cycle. On a fait un cycle pour le COMEX. Et on est vraiment en train de voir les impacts que ça peut avoir en termes de connaissance de soi-même pour les individus, de relation et de qualité de la relation aux autres, de la qualité de l'écoute, qualité de l'échange, la bienveillance. Ça a un impact sur la bienveillance. Et on est en train de le déployer. Alors Sodexo, c'est 420 000 collaborateurs. Et ça se fait par petits groupes, ça se fait comment? Alors ça se fait par petits groupes, des groupes de 12 personnes avec un facilitateur formé à la mindfulness. C'est un cycle de 7 semaines, de 3 heures c'est tous les 15 jours pour chaque session, avec une partie d'explication sur ce que c'est d'un point de vue neurobiologique, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être rassurés sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, comment ça marche. Et ensuite, c'est expérientiel, c'est-à-dire qu'on le vit, on partage, on se débriefe ensemble, et puis après, on propose de le ramener à la maison et pour ceux qui le souhaitent, d'en faire l'usage. Il y a eu des résultats concrets, certains sont innovants en disant... Qu'est-ce qu'il en fait le COMEX? Ouais, voilà. Alors le COMEX... Comment ça se passe? Non mais c'est intéressant, hein. Il y a des COMEX quand même qui travaillent là-dessus. Comment ça se passe? Alors le COMEX, d'abord on a tous suivi le cycle de formation, on a un petit peu adapté parce qu'on a eu du mal à faire 7 semaines x 3 heures, donc on a fait 5 semaines x 2 heures. Le COMEX l'a introduit donc, dans nos réunions, donc on a des moments où on a donc, ce facilitateur qui vient chez nous. On respire, on fait une petite méditation de 10 minutes, un quart d'heure, et ensuite on travaille sur une question business. Et on se rend compte que la qualité de l'échange, la qualité de l'écoute est totalement différente. Et le COMEX, il commence par une séance de silence et pleine conscience comme ça ou... Ça doit être génial, on peut dire comme ça. Par contre, une des conclusions de notre dernière séance en COMEX, ça a été de dire, et c'est un tout petit peu étonnant, mais je pense que ça va vraiment dans le bon sens, ça a été de dire il faut qu'on apprenne à perdre du temps. Parce qu'on est dans une recherche d'efficacité permanente, on a des agendas. L'agenda du COMEX, c'est simple, même pendant le déjeuner, on travaille. Et ce qui a émergé... Pour autant qu'on est plus efficace. Hein, absolument. Et ce qui a émergé de cette... Pas du tout, docteur. Hein.
va nous le dire après. Au-delà de 55 heures, risque cardiovasculaire. Non, et puis les Français dans la rue nous l'ont dit, aujourd'hui on a un rapport au temps et le présentéisme en France qui était très culturel, qui est terrible parce que ça nous met sous pression et ça ne nous libère pas. Et il faudrait apprendre à retrouver du temps, prendre le temps de déjeuner, de parler autre chose que du travail quand on déjeune par exemple. Enfin, sur la question du pourquoi maintenant, Arnaud de Saint-Simon, pourquoi est-il nécessaire aujourd'hui de favoriser le bien-être au travail ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet qui est quand même de plus en plus documenté aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est que les entreprises qui travaillent sur le bien-être au travail, d'abord, ont moins, on va dire, de jours d'arrêt maladie et de récupération dus et d'absentéisme dû au stress. Ensuite, on sait que c'est quelque chose qui attire les jeunes diplômés, ou même qui les garde. Vous savez qu'aujourd'hui, l'entreprise fait tellement peur à certains ou est tellement dépourvue de sens que les très grands diplômés de Polytechnique et compagnie ils choisissent quasiment à égalité les boîtes du CAC 40 et les ONG. Voilà. Donc ça attire les jeunes diplômés, ça permet de garder aussi, puis ça permet aussi de conserver les salariés en période de modération salariale. Bon. C'est évidemment une source de motivation et de qualité et d'efficacité. Et pour une entreprise de 400 000 personnes qui délivre du service, j'imagine, c'est fondamental. Il y a des études qui sont en train d'être faites sur le lien entre performance sociale et performance boursière. Tout ça, toujours, voilà. Alors, elles sont un peu contestées, etc. Mais en tout cas, elles sont en train d'être documentées. Et moi, j'avais vu une étude de l'agence BETC, une étude qui avait été faite dans une douzaine de pays, qui montrait que ça avait également une incidence sur les ventes, c'est-à-dire les consommateurs. Les consommateurs sont sensibles à ce qui a, on va dire, la performance sociale des entreprises. Alors évidemment, ils ne sont pas du tout juges, c'est plutôt une image et une perception. Mais c'est quand même quelque chose qui, là aussi, semble avoir... Voilà. Et dans la perception qu'ils ont de l'entreprise, ils ont envie d'acheter un produit. Ils préfèrent aller vers les entreprises qui sont plus engagées socialement et environnementalement, donc c'est tout le grand sujet de la RSE, versus les entreprises qui, soit ne sont pas engagées, soit ne communiquent pas là-dessus, parce que bon, il y a quand même un petit sujet. Puis je voudrais juste rebondir, sur la raison pour laquelle j'ai posé la question sur le COMEX, Bénédicte, c'est que moi je pense que ce sujet-là, s'il n'est pas pris en main par le patron et le COMEX, c'est pas que ça sert à rien, mais voilà. Moi j'ai vu tellement de directeurs de la qualité de vie, RH, etc., sincères s'agiter avec... on va dire, des résultats quand même mitigés. J'ai été dans un COMEX de grande entreprise, et on le voit bien. Quand la RH vient faire son rapport sur la qualité de vie au travail, les gens se disent, bon, enfin 15 minutes où je vais pouvoir regarder mon téléphone. Bon. Donc, tant que le patron n'a pas dit que c'est un sujet prioritaire, ne met pas ça en priorité du COMEX, n'intéresse pas ses managers au sujet, vous savez qu'Orange s'est transformé comme ça, et tant que le patron ne porte pas ce sujet à titre, enfin, je veux dire, dans son comportement n'est pas exemplaire sur le sujet, je crois qu'on est d'accord, voilà, l'effet sera très très limité. On va voir le regard d'une personne qui est dans l'entreprise, au-delà de l'enjeu pour les collaborateurs, bien sûr, de parler de qualité de vie au bien-être et de faire de la qualité de vie, qualité de vie au travail. 61% de femmes inscrites à l'université. Et qui garde les enfants? Ok, je sors. Et merci au dessinateur qui est là pour ce qu'il fait. Il arrive à saisir les échanges. Au-delà bien sûr de l'intérêt pour les collaborateurs, quel est l'intérêt pour l'entreprise? Alors, je crois que ça rejoint exactement ce qu'a dit Arnaud. L'entreprise, on y passe beaucoup de temps. On y passe un tiers de notre vie. Je pense qu'on a tout intérêt à prendre soin de nos salariés. Les entreprises ont tout intérêt à avoir des salariés engagés. Parce que l'engagement, à un moment donné, amène à la performance des organisations, la performance boursière, la croissance. Et je pense que les entreprises aujourd'hui ont comme responsabilité de créer de l'emploi, mais de créer de l'emploi de qualité. C'est-à-dire un emploi dans lequel il y a du sens, un emploi dans lequel les gens vont être bien, vont avoir de l'interaction, vont pouvoir être satisfaits, s'affirmer. Et voilà, et ça amène à la performance. C'est un moyen. Donc on ne vise, en tout cas chez Sodexo, on ne vise pas la performance. On travaille à l'engagement des collaborateurs parce qu'on sait très bien que ça amènera de la performance chez nous et chez nos clients.
Et vous le dites aussi, il y a une question bien sûr d'équilibre vie pro, vie perso, ça c'est au cœur des enjeux aujourd'hui dans l'entreprise. Et surtout, vous dites en préparant cette émission que le monde a changé et que les gens, les collaborateurs aspirent désormais à pouvoir être dans l'accomplissement de tous les compartiments de leur vie et notamment au travail. Et ça passe aussi par le sens qu'on donne à son travail. Moi, en tant que DRH, je fais forcément du recrutement et je suis frappée par les attentes des plus jeunes qui, bon, ok, la fiche de poste très intéressante, mais est-ce qu'il y a une salle de sport? Alors, la première fois qu'on m'a dit ça... Ça vient avant ou après le salaire, la salle de sport? Avant le salaire, parce que le salaire c'est plutôt à la fin, parce qu'en France il y a quand même une certaine pudeur à parler d'argent, on en parle un petit peu plus à la fin. Mais les premières fois qu'on m'a dit ça, je me suis dit, oh là, cette personne n'est juste pas motivée par le poste. Et puis bon, j'ai pris un peu de recul et puis j'ai compris qu'en fait le monde changeait et qu'il faut qu'on s'adapte à ce changement. Mais effectivement, aujourd'hui, les jeunes qui nous rejoignent, ou même les moins jeunes qui ont évolué, nous demandent, voilà, pour mon work-life balance, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a une solution d'accueil de mes enfants? Est-ce qu'il y a des chèques culture? Est-ce qu'il y a des chèques restaurants? Comment est-ce que vous gérez la reconnaissance, la performance? Et est-ce que le CE organise... Voilà, c'est des questions très concrètes qui nous sont aujourd'hui posées lors du recrutement. Et bien évidemment, il faut que le poste ait un intérêt et du sens et que le collaborateur ait le sentiment de contribuer à quelque chose de grand, d'utile. Et d'ailleurs, on a aussi certains... dernièrement, j'ai un jeune qu'on voulait recruter qui m'a dit « Et que fait Sodexo en CSR, Social Responsibility ?» donc alors on a Stop Hunger, on a un partenariat avec le WFP. Enfin, c'était la première fois, et sans doute pas la dernière, qu'on me demandait, et voilà, et que fait Sodexo pour contribuer aussi à l'avancée de la société? Alors là, on parle de postes de personnes qui ont fait qui ont un degré d'études assez important, qui sont informés, qui sont sensibilisés sur ce sujet. Il y a beaucoup de travailleurs qui font pas leur métier forcément par passion, mais qui font parce qu'il faut gagner de l'argent. Qu'est-ce qui est fait pour eux dans les entreprises? Arnaud de Saint-Simon, est-ce qu'il y a vraiment des actions qui sont faites aussi pour les collaborateurs, les techniciens, les gens qui sont sur le terrain et qui, eux, ne voient pas forcément le sens qu'ils donnent à leur travail au quotidien? Je vais juste dire un tout petit truc. Donc, chez Sodexo, on est bien connu pour la restauration, vous le savez. Il y a une étude qui est sortie dans la Harvard Business Review en avril dernier. Et cette étude montre que quand le cuisinier et son équipe voient les consommateurs, donc quand on met un mur de vitre entre la cuisine et la salle du restaurant, eh ben les plats sont meilleurs. Je pense que quand le collaborateur, quel que soit son niveau, quel que soit son métier, qu'il soit technique, manuel, s'il comprend ce à quoi il contribue et qu'il peut le visualiser, eh ben son travail et son regard sur son travail changent. Oui, alors, bon, c'est vrai que c'est un sujet dont on s'empare peut-être plus facilement pour conserver les couches, on va dire, ou les plus éduquées, ou en tout cas les premiers niveaux dans l'entreprise. C'est vrai que, alors, dans une boîte comme Sodexo, j'imagine que c'est essentiel de s'occuper de toutes les... Moi, je le vois bien dans les médias. Dans les médias, il y a les artistes, c'est les journalistes. Il y a la cavalerie, c'est les commerciaux, ils rapportent du fric, donc quand même on s'en occupe. Puis alors il y a le back-office, voilà. Donc le back-office, il est partagé, dans le matriciel, il est partagé, il est noyé, etc. Donc moi j'ai quitté un grand groupe pour reconstituer une unité d'une 50aine de personnes, et il est pour moi aussi important de m'occuper ou de veiller à la contribution, à l'implication, à l'engagement et à la passion du comptable que du journaliste. Vous voyez, c'est aussi important parce que la performance de tous est tout autant... voilà. Donc, donc, ce qu'on peut faire, c'est ce que vous faites, ce qu'on peut faire. Alors, quand on parle d'entreprise libérée, c'est que l'entreprise libérée, c'est quelque chose qui est né dans l'industrie, c'est pas quelque chose qui est né dans les sociétés de services, en se disant juste, sans doute que si on laissait les ouvriers de tel département de machines, etc., s'organiser en termes d'organisation du travail, etc., ça serait peut-être plus performant, écoutons-les. Voilà. Donc voilà, ça c'est un exemple, c'est d'écouter les gens sur toutes les chaînes de production comme ça pour voir s'ils ne peuvent pas participer à l'organisation de leur travail. Allez, il nous reste 5 petites minutes pas de débat, mais d'enrichissement d'idées, aussi du débat aussi. On dit bonheur au travail, bien-être au travail, c'est plutôt positif comme terme, et pourtant il existe des résistances à ces nouvelles formes de travail. Qu'est-ce que vous en pensez? De quoi vient cette peur de changer de sa façon de travailler, que ce soit du côté de la direction, quelquefois du côté d'un manager ou d'un collaborateur? Comment vous expliquez qu'il y a ces résistances?
Je crois qu'il y a une peur de la perte du contrôle. Et ce qu'il faut développer justement, c'est la confiance. Et les nouveaux modèles d'organisation qui sont plus sur des modes collaboratifs, qui sont plus sur des modes en réseau, qui sont plus sur des modes où on va chercher les ressources et on va les mettre ensemble pour qu'elles contribuent à un projet, et ben, c'est basé sur la confiance. C'est comme la flexibilité. La flexibilité est un levier très important de la qualité de vie pour les collaborateurs, de pouvoir faire une journée de télétravail, de pouvoir aller chez le médecin. Un nouveau mode de rapport au travail aujourd'hui qui émerge. Et ben, cette flexibilité ou ces nouveaux modes collaboratifs nécessitent la confiance. Et ça veut dire une forme de lâcher prise. Et voilà, donc ça c'est un chemin, on avance, mais c'est pas encore acquis. Bon, on est entre nous, personne d'entre nous n'a peur évidemment, mais à l'extérieur, la peur domine dans toutes les entreprises. Hein. Il y a quand même beaucoup de freins et de résistance sur ce sujet. Je vois. Pardon ? Moi, je vois ce que vous évoquez. Il y a évidemment, il y a le problème du contrôle du territoire. Si vous voulez, c'est le problème. Pour moi, il y a deux sujets. Il y a la peur du changement. Voilà, et le changement nous fait tous peur dans tous les domaines de notre vie. Et évidemment, changer d'organisation, changer de territoire, changer de hiérarchie, etc., c'est très angoissant. Et puis, il y a un deuxième sujet qui est, on n'a pas le temps. Attendez, vous êtes marrant là, voilà, on n'a pas le temps, il faut faire des économies. C'est donc évidemment sur ces postes-là qu'on va, voilà. Oui, d'accord, la qualité de vie au travail, mais quand même, on va remplacer, voilà, machin et machin, on va virer machin et machin, on va lui faire le boulot de personnes. Voilà, les impératifs économiques, la numérisation et la digitalisation. Okay, moi, je suis un grand fan de la digitalisation, mais c'est vrai que ça crée de la surcharge informationnelle, ça crée du stress, ça crée de la réorganisation et donc de l'angoisse. Donc, on n'a pas le temps de s'occuper de ce sujet. C'est un luxe, voilà, pour start-up américaines qui sont toutes, voilà, parce que le sujet, quand même, il faut bien l'avouer, c'est que quand vous regardez les entreprises qui sont récompensées dans tous les trucs de Great Place to Work et tout, c'est comme les entreprises start-up jeunes où il y a beaucoup de croissance. Comment on fait dans les grandes entreprises dans lesquelles il y a de la décroissance? Alors justement, vous amenez la dernière question tout seul. C'est une question plus pratico-pratique par rapport à l'organisation. Dans des grandes structures très organisées, très hiérarchiques, où il y a énormément de niveaux, comment on fait pour libérer est-ce que la structure de l'entreprise peut aller avec la libération du bonheur au travail quand on est dans une entreprise très structurée comme ça? Alors, je pense qu'il y a un aspect hard et un aspect soft pour répondre à cette question. L'aspect hard, c'est qu'il faut, à un moment donné, changer les organisations, donc passer par ce moment critique du changement. Alors, chez nous, on est en train de le faire. On est en train de réduire le nombre de couches entre le DG du groupe et le terrain, la réalité, là où est quand même produit la valeur. Parce que supprimer des postes, il y en a qui s'en vont? Non, on a la chance d'être une entreprise en croissance, donc on a une sortie par le haut, c'est-à-dire qu'on peut déplacer les gens, les former, leur faire prendre d'autres postes, et donc on n'est pas dans une logique de réduction, de sortie par le bas, donc ça c'est une chance, et d'ailleurs le modèle de Sodexo a été construit sur la croissance. Donc ça, c'est la partie, donc réduire le nombre de couches, favoriser les modes de collaboration, accepter de perdre le contrôle pour favoriser l'émergence de l'innovation, de la créativité. Et la partie soft, c'est justement d'autoriser des nouveaux comportements, de donner aux collaborateurs des clés en le formant, en l'autorisant, en lui donnant de l'espace de liberté pour qu'il puisse s'emparer de sa mission et des modes de fonctionnement différemment. Il y a le process, il y a la structure, il y a le process, il y a le comportement. Ça nécessite un peu plus de souplesse à l'intérieur d'une structure. Arnaud? On voit qu'il y a une contradiction fondamentale. D'un côté, il faut mutualiser, industrialiser, et c'est quand même le modèle matriciel que je trouve assez effrayant. Et de l'autre, il faut devenir agile, voilà. Bon. Donc c'est quand même assez compliqué de faire cohabiter ces deux choses-là. Dans les livres de management, par exemple, je crois que le patron de Gore-Tex, qui est une des grandes entreprises un peu modèle dans ce domaine-là, il dit, voilà, la taille idéale ou maximale, c'est 200 personnes. Alors, ce n'est pas forcément 200 personnes, parce que quand on est 200 000, il faut bien se débrouiller, mais ce sont des unités de 200 personnes. Ça veut dire que pour une boîte comme Orange, par exemple, il faudrait travailler par unité, par petite structure de 200 personnes. En tout cas, décentraliser. Évidemment, on a envie de centraliser pour faire des économies. C'est en décentralisant qu'on redonne de la liberté. Donc, c'est le paradoxe et la difficulté du management moderne, je crois, et de l'organisation. Vous pouvez les applaudir, je vous remercie. Merci Arnaud Saint-Simon, Bénédicte Leclerc.